3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Laurent Denise est avec nous, co-directeur des investissements d'Odo BHF. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et Hervé Guez qui est avec nous également autour de la table, le directeur des gestions de Mirova. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. On a tiré au sort Hervé, c'est vous qui commencez pour nous parler de Trump. Non mais comme je le disais déjà hier, je crois que toutes les questions ont été posées autour de cette table et la question étant de savoir à une semaine maintenant du résultat, ou en tout cas de la fin de l'élection présidentielle américaine. Il y a déjà plus de 50 millions d'Américains qui ont voté. Qu'est-ce qui anime votre réflexion de marché en tant qu'investisseur ? Alors, il y a au moins deux éléments. Il y a un élément plus court terme, on va dire, qui est probablement l'élément qui fait le plus parler de lui, c'est-à-dire que se passe-t-il en fonction du résultat de l'élection. Alors, le résultat de l'élection, faut avoir bien en tête que c'est pas seulement Trump versus Harris, c'est aussi que va-t-il se passer au niveau des chambres, et donc est-ce qu'on a les républicains qui emportent tout, ou on a une des chambres qui est démocrate ou républicain. Et ça joue un petit peu. Ce que les marchés ont joué, ils sont pas plus intelligents que nous que l'ensemble des individus qui cherchent à deviner ce qui se passe. C'est-à-dire quand on le sait pas, c'est l'intelligence collective, oui. Donc ils ont regardé les sondages, et qu'est-ce que disent les sondages ? Et les sondages ont l'air de dire que l'avance de Kamala Harris est très faible, voire quasi inexistante, et que dans les situations comparables, lorsqu'il y avait eu Biden ou Clinton, etc., il avait fallu une avance beaucoup plus élevée dans les sondages pour que le résultat de l'élection soit favorable aux démocrates. Donc les marchés se disent que la probabilité est plus élevée que Trump gagne qu'il perde, d'où plusieurs choses. Les taux qui ont remonté, puisqu'on pourrait y revenir, mais la politique de Trump est clairement inflationniste, donc une remontée des taux. La remontée des taux va avec une remontée du dollar, puisque s'il y a remontée des taux, la Fed jouera peut-être moins la baisse des taux, donc ça renforce le dollar. Et sur les marchés actions, plutôt favorable, actifs risqués américains, politique tarifaire et fiscale américaine peut être avantageuse. Pas très favorable Europe, qui dans tous les cas va subir un peu les politiques tarifaires. Et puis, on va dire plutôt favorable vieille économie, pharma et défavorable, etc. Voilà. Donc ce trade-là, il s'est mis en place la semaine. Une paire de semaines, quoi. C'est ça. Ouais. On peut se dire que évidemment tout n'est pas dans les cours. Donc s'il y a vraiment le scénario républicain complet. Rouge partout, quoi. Voilà, rouge partout, on aura encore un peu de ça. Donc pour donner un ordre de grandeur, on a eu 50-60 BP de hausse sur le 10 ans. Si on retrace un petit peu ce que étaient les marchés avant, on a peut-être encore 40-50 BP à jouer sur cette hausse de taux à 10 ans. On est dans cet ordre de grandeur. Je ne pense pas qu'on aille au-delà, mais voilà, une part du... Ça nous ramène proche de 5%. Hein. Ouais. Okay. Une part du trade a été jouée. Ouais. Si c'est encore une fois républicain partout, on peut avoir... 40. Scénario aussi, il y a d'autres scénarios. Oui. Voilà. Donc on pourra revenir un peu sur les scénarios et les conséquences. Donc ça c'est le premier aspect en tant que marché, regarder les conséquences que ça peut avoir. Il y a évidemment des réflexions plus larges, à la fois, on va dire, géopolitique et climatique qui m'intéresse. Bien sûr. Sur le climat, c'est clairement une mauvaise nouvelle si la victoire de Trump se confirme. Et du coup, moi qui ai beaucoup l'habitude de manipuler l'optimisme de la volonté, je suis un peu rattrapé par le pessimisme de l'intelligence. Mais on voit les catastrophes climatiques qui se passent et une action climatique qui nous attend. Ouais. On est en train de se dire que la bataille climatique, ce sera un très mauvais signal. Et probablement, on va le voir, et on commence d'ailleurs à le voir dans les discours, on va avoir beaucoup d'allant sur... il va commencer à il va falloir préparer sérieusement les plans d'adaptation climatique. Et pas simplement la transition bas carbone. Ouais. Et la politisation de ce sujet climatique, pour vous, c'est quand même, c'est un gros point noir, parce que c'est vrai que la version optimiste, c'est de se dire la transition se fait par les entreprises. On a décrit les mouvements des GAFAM pour alimenter les data centers avec de l'énergie décarbonée, etc. Enfin, c'est des projets de dizaines de milliards de dollars qui viennent pas de Trump, quoi. La transition va se faire. Ce qui est connu, c'est que la transition bas carbone se fera. Ce qui n'est pas connu, c'est le rythme auquel elle va se faire. Et du coup, si le rythme dans lequel elle va se faire permettra
d'adresser le sujet du réchauffement climatique. Or là, on a de plus en plus de signaux pour se dire que la capacité à faire cette transition rapidement, si encore une fois Trump est élu, va commencer à devenir compliqué. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Trump qui va renforcer l'économie américaine et la vieille économie américaine qui n'est pas du tout favorable à des politiques climatiques fortes, des barrières douanières en place avec la Chine et une Chine qui veut réexporter et qui continue à exporter beaucoup plus sur l'Asie, qui a son plan net zéro à 2060, voire un peu plus loin. Donc sur le sujet climat, c'est pas très rassurant l'élection Trump, et ça va probablement dire qu'il va falloir investir beaucoup aussi pas simplement sur les plans de transition, mais aussi sur les plans d'adaptation. Puis dernier mot, une victoire de Trump, c'est un combat America First, qui peut s'entendre du point de vue américain. Hein, Kamala Harris ne dit pas America Second non plus. Hein. Exactement. On est de toute façon dans le America First, mais on est dans le plus ou moins, et donc plus ou moins une gradation, quoi. Dans une gradation. Et avec Trump, il a annoncé la couleur, elle sera plutôt forte. Et donc, il va quand même falloir que l'Europe, face à ces deux blocs que sont la Chine et les États-Unis, commence à jouer sérieusement sa partition industrielle et économique, et on en est loin. La dernière fois que j'étais venu, vous m'aviez interrogé sur le rapport Draghi, ça m'avait étonné, parce que je trouvais que c'était courageux. Je pense qu'on en a parlé un jour ou deux. Donc l'idée que l'Europe doit reprendre en main l'industrialisation de son économie, se mettre en place une politique industrielle et commerciale forte, en passant par ce qu'il faut, comme les États-Unis et la Chine, de protectionnisme, de bons aloi là où il faut, on n'y est pas du tout. Et donc ça, c'est inquiétant aussi pour les actifs risques américains. Et donc ça a été dit en introduction. Voilà, on est sur une journée qui est plutôt une journée de bonnes nouvelles. Les actions américaines montent, les actions européennes baissent. Est-ce que Trump ne serait pas d'ailleurs le meilleur avocat du rapport Draghi ? Enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la réponse du reste du monde face au risque. Alors, ce qu'est le risque Trump aujourd'hui, qui sera peut-être matérialisé demain, que ce soit sur le climat, si on a une Amérique effectivement en retrait sur ces sujets-là, comment réagit le reste du monde ? Est-ce que ça donne envie à certains de s'aligner un peu sur l'idée trumpienne du climat, ou est-ce qu'au contraire ça renforce la volonté des autres d'aller encore plus vite, plus fort sur ces sujets de transition pour se démarquer encore un peu plus de Trump ? Même question sur le commerce, les tarifs, etc. Alors, en fait, je pense que le discours est assez clair, c'est-à-dire que les Européens, voire les Chinois, avec ce qu'ils font en ce moment sur leur plan de relance, ont l'air de vouloir s'opposer en fait à ce que veut proposer Trump d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, Trump, il nous attaque sur, que ce soit les Chinois ou les Européens, sur la partie la plus sensible, c'est-à-dire il veut déréguler, il veut laisser libre cours à ce que veulent faire les entreprises. Hein, drill, 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 on fort. On dérégule la banque, ce que veulent pas faire les Européens. On dérégule les sujets climatiques, on arrête les contraintes climatiques. Et c'est là où on est le plus fragile, c'est-à-dire que c'est là où en fait on s'est organisé pour être le plus strict possible, mettre des réglementations le mieux disant possible, enfin en tout cas pour la partie européenne. Donc on va mettre plusieurs mois à bouger, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est le point qui est effectivement très gênant. Après, mais ça va consolider nos positions ou ça risque de fracturer encore un peu plus les positions après, si vous voulez, je pense que on va avoir au sein de l'Europe des gens qui veulent bouger les choses, d'autres qui veulent pas. Enfin, on se retrouve avec le cirque habituel sur un sujet qui est particulièrement sensible. Donc je crois effectivement que la solution c'est le plan Draghi, qu'on le mette enfin en œuvre. Après, je pense qu'on peut pas le mettre en œuvre face sauce européenne classique. C'est-à-dire avec des enveloppes, on vous organise quelque chose, et si vous mettez des volets rouge et bleu, vous avez le droit, si c'est rouge et violet, vous n'avez pas le droit, enfin des trucs un peu à la gomme comme ça. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse une libération complète, c'est-à-dire qu'on fasse une mesure fiscale, quoi. C'est simplement un truc d'amortissement, je ne sais quoi, pour que les entreprises soient libres d'investir comme elles veulent, dans un contexte cadré. Hein. Alors après, c'est ça le sujet, puis là, on commence, là je suis sûr que déjà autour de la table, on a 4 avis différents, donc ça serait assez complexe. Donc on est attaqué vraiment sur le point fragile. Après, moi je pense que il y a deux choses dans ce qui a été dit. Il y a Trump très mauvais pour le climat.
Oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est de regarder ce qui s'est passé entre 2016 et 2020 pour le charbon qu'ils voulaient défendre. C'est-à-dire que c'est le moment où le charbon a fini de s'effondrer aux États-Unis. Donc je pense que pour les gens qui font du bitume aux États-Unis, il faudrait quand même qu'ils regardent un peu ce qui se passe. Enfin bon, c'est un peu caricature et j'ironise, mais... Et à l'inverse, les États-Unis n'ont jamais autant exporté de pétrole que sous l'administration Biden. Enfin, ça montre que si on le regarde, cycle est aussi... là où il y a le plus d'énergie renouvelable, c'est au Texas. Hein, donc bon, enfin ils font des trucs quand même. Donc ça, c'est le premier point. Et après, si on regarde à plus court terme, ça c'est déjà, on va dire, c'est déjà des trucs à 2-3 ans. Et à la limite, Trump, dans 2-3 ans, il aura 80 ans. Moi, je regarde plutôt ce que dit son colistier, parce qu'il va finir à un moment donné par avoir un problème, comme Biden, quoi. Enfin bon. Et si on regarde à plus court terme, moi, ce qui m'épate, je trouve, dans le Trump trade, c'est qu'on dit le Trump trade, en fait, c'est les Trump trade. Et ils sont chacun dans leur couloir, en fait. C'est-à-dire que il y a les taux 10 ans qui montent tout seuls, et puis il y a les techs, parce qu'on se dit, les techs vont être favorisés, les grandes techs, Musk, tout ça, ça va être favorisé par la politique de Trump. Ça monte dans son coin. Il n'y a pas vraiment de relation entre les taux 10 ans et ça. Il y a l'or qui monte. Bon, on va dire que c'est un Trump trade aussi. Ça n'arrête pas de monter depuis le début de l'année. Hein. Quelles que soient les raisons, ça monte depuis le début de l'année. Enfin là, il y a une belle accélération. Oui. Donc il y a ça. Donc, puis le dollar qui monte parce que les autres devises prennent un tir. Par exemple, moi je suis small capper américain. J'ai pas l'impression que le Russell 2000 rejoigne l'enthousiasme des Trump trades. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Voilà, mais pareil, c'est-à-dire que ça tient sur les mesures fiscales, mais si les taux passent à 5, il peut y avoir quand même un problème. Et puis il y a un Trump, c'est pas vraiment un Trump trade, mais il y a un truc dont on parle absolument pas, c'est la crise immobilière de bureaux qui commence à être matérielle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des entreprises, ou des dettes qui commencent à plus payer leurs coupons et qui sont pourtant très bien arrêtées. Et l'immobilier commercial, je pense qu'on l'a connu, 2008, c'était un peu comme ça, c'est venu dans ce genre de truc, quoi. Donc voilà, je trouve que jouer les Trump trades isolément, c'est bizarre, et tous ensemble, ils sont assez incohérents. Donc il va se passer quelque chose la semaine prochaine. Ça risque d'être... Sur les marchés, ouais. Ah bah oui, forcément, parce que soit Trump est élu moyennement, et dans ce cas-là, ça va être un peu le cirque, parce qu'il va y avoir une réappréciation, soit il est vraiment bien élu, et on va commencer à regarder les corrélations, soit c'est Harris, et là, les Trump trades isolément... Ah bah oui, là c'est un renversement total, effectivement. Si c'est Harris avec un clean sweep démocrate, oui, là on est dans l'extrême inverse de ce que price le marché aujourd'hui. Est-ce que Trump élu, c'est vraiment un game changer? Parce qu'en fait, si on regarde les 3 piliers de sa politique, le premier sont les tarifs douaniers. Bon, alors évidemment, ça va affecter la croissance globale, mais si on regarde l'impact immédiat, je veux dire simplement entre US et Europe, c'est 25% à peu près d'échanges entre les US et l'Europe. Des deux côtés, importation-exportation, mais une grosse partie, en fait, sont des services. La part des biens, c'est 6,4%. Donc, est-ce que ça va? Et puis, j'ai envie de dire, on sait déjà ce qui peut se passer. Donc, est-ce que ça va vraiment être une surprise? Pas évident. Après, on pourra parler de la problématique de la Chine. Mais ça veut dire 10%, si on suit les Trumponomics, 10% de tarifs sur les importations de produits européens aux États-Unis. Vous dites au niveau macroéconomique, c'est gérable. Et bien sûr. Ah bah non, mais au niveau macroéconomique, oui, c'est gérable. Macro, bien sûr. Micro, quand vous produisez des voitures, on est bien d'accord que ça va pas être la même. Hein. L'autre point, c'est bien évidemment cette baisse de taxation. Donc là, en fait, on regarde le taux de taxation effectif. En fait, on n'est pas comme en 2016. En 2016, on était à 22%. Là, on est à 17%. Donc la sensibilité par rapport à ça, elle est beaucoup plus faible. Donc l'impact, en fait, sur l'économie, l'impact positif en termes de croissance, il va quand même être un peu plus faible. Par contre, il va être élevé sur la dette. Exactement. Et là, là, je rebondis sur ce qu'a dit Alain. C'est que les marges de manœuvre, après, c'est lié au déficit fédéral qui va tangenter les 8%, au taux de mortgage, si les taux passent à 5%, ce qui est possible dans un sweep rouge, là, on va se retrouver avec des taux de mortgage qui reviennent vers 8% et qui créent un véritable problème, puisque le problème américain, c'est quelque part qu'il n'y a plus d'épargne, on a des taux qui montent, une partie de la richesse qui est sur l'immobilier qui pourrait être de nouveau impactée. Donc Trump, il est récessif, là. Enfin, en tout cas, sur ce plan-là... Mais Trump, surtout,
surtout, il va pas pouvoir mettre en place, même s'il a les 2 chambres, sa politique, parce qu'il va quand même, ses conseillers vont se rendre compte que c'est pas du tout productif, voire contre-productif. Et surtout que la sensibilité n'est pas la même. Ouais, j'entends. Et puis, 3e point, alors là, c'est la problématique, c'est l'immigration. 10 millions d'immigrés qui seraient remis à la porte. Bon, très bien, on a réindustrialisé avec l'IRA. Donc derrière, on met qui dans les usines ? Enfin, et quelles sont les régions ou les États qui ont bénéficié 74% des États républicains. Donc même pas une seconde, ça va être remis en question par Trump. On parle de Green Deal, effectivement, du fait que ce serait mauvais. L'élection de Trump, c'est mauvais. Mais Trump, c'est quelqu'un de pragmatique. Sam Altman est allé voir Kamala Harris et Biden il y a 3 semaines. Il leur a dit, c'est simple, si vous voulez garder votre souveraineté politique et technologique, vous devez construire 5 à 7 giga data centers. En face de quoi, vous mettez quoi ? Parce qu'il faut de l'électricité et immédiatement des centrales nucléaires. Donc Trump, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, le nucléaire, c'est magnifique. L'énergie renouvelable, c'est magnifique. Je ne crois pas du tout à... Vous gardez en tête le côté dealmaker de Trump, sa capacité... Ouais, bien sûr. Et vous n'achetez pas une version féroce des Trumponomics, alors Trump, c'est un dealmaker. Donc, même sur l'inflation, en fait, oui, on va avoir une hausse des prix. Mais une hausse des prix, ça ne signifie pas inflation. L'inflation, c'est une dérivée seconde, c'est une boucle prix-salaire. Prix-salaire qui pourrait être lié à, justement, ce choc d'offre si jamais ils mettaient ces immigrés en fait à la porte. Et ce qui n'arrivera pas. C'est juste impossible. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une inflation. Et surtout, il n'aura pas une baisse de taux aussi qui pourrait l'aider. Parce que derrière, je rejoins, on a quand même une actualisation des cash flows futurs. Si on a des taux élevés, il y a un moment où ça ne colle plus. C'est ça. Moi, je pense que le sujet, je suis d'accord avec ça, c'est que donc il y a ce que peut faire Trump et ce qu'il va faire de manière pragmatique. Puis après, il y a un moment donné, il y a le marché, qui pense peut-être à quelque chose qui n'arrivera pas. Et il peut y avoir un réajustement avec ça. C'est-à-dire que la dette... Moi, et la vigilance du marché, elle peut s'exprimer aussi face à l'exceptionnalisme américain, aux privilèges exorbitants du dollar, etc. Il y a une limite à ça. Oui, et puis moi je pense que c'est surtout la problématique de la dette. Là, on a tous suivi le budget UK pour savoir si on revivait un moment Truss ou pas. Visiblement, ça passe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même la dernière référence qu'on a en tête, qui date d'il y a 2 ans. Le problème, c'est la dette. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de Trump. Et je crains que par des rodomontades, par des trucs un peu à la con, ils finissent par se prendre les pieds dans le tapis sur ce sujet-là. Parce que c'est un truc que j'aime bien dire sur les marchés. La dette, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour, c'en est un. Et là, ce jour-là, c'est trop tard. Même pour les États-Unis. Le marché peut à un moment dire non. Ponctuellement. Alors après, je dis pas qu'on va passer dans une crise séculaire et compagnie. Je dis simplement qu'on peut avoir un shoot à 5,5 sur les taux longs, avec une mauvaise indication, avec un problème de défaut sur certaines signatures. C'est ça, l'intérêt de la dette cette année, ça dépasse les 1000 milliards, 1160 milliards. C'est le budget de la défense. La dette par habitant, c'est plus de 100 000 $. C'est 103 000 $. Cette année, en fait, chaque Américain a payé 3 360 $ d'intérêt sur la dette. C'est monstrueux. Donc on arrive à un point où ça n'est pas un problème. Ça peut ne pas être un problème encore pour longtemps, mais il y a quand même une bipolarisation qui est en train de se mettre en place. L'or, il ne monte pas pour des raisons... non, il y a une défiance. Évidemment. J'entends. Et c'est surtout, ça devient peut-être le nouvel étalon devise qui doit être... Je crois qu'on a le programme trimestriel du Trésor qui doit être publié là, dans les prochaines heures sur le programme d'émission. Et effectivement, voir si on allonge un peu les maturités ou pas, comment tactiquement on gère cette séquence. Vos commentaires, Laurent. Et puis moi, encore une fois, dans l'idée de comment le monde répond à Trump, sur la question des tarifs, j'entends le point de Laurent. Si c'est 10% sur les tarifs d'importation de produits européens, ok, un peu de dépréciation de l'euro, un peu de productivité, etc. Ça passe. Moi, ce que je vois, c'est l'agressivité de Trump face à la Chine, qui pousse la Chine à plus que jamais cibler le marché européen comme étant son dernier marché pour écouler sa surproduction, quoi. Oui, il y a le marché asiatique qui progresse. À ce titre-là, c'est intéressant. L'Indonésie a mis des tarifs de 100% sur les produits chinois il y a quelques mois. Il se prépare aussi à ça. Mais
enfin mon point, alors peut-être pour le préciser, c'est est-ce que sur les marchés, on va avoir du trade Trump qui va se mettre en place sur les 10 ans qui viennent Est-ce que Trump va être élu? Évidemment non. Il y aura des forces de rappel. Est-ce qu'en microéconomie, pour les grandes entreprises internationales, Trump c'est un game changer? Non, sur certains aspects. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est une différence de... D'ailleurs, on a déjà commenté sur ce plateau. Quelque part, Trump, d'un point de vue politique vis-à-vis de la Chine, c'est le continuateur de ce qu'avait fait Obama. Donc, il y a une cohérence de long terme sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je dis juste que là où je suis peut-être pas d'accord, c'est que c'est pas un sujet marché boursier, court terme, grande entreprise européenne, c'est industrie européenne, c'est une très mauvaise nouvelle. Climat, je pense que ça reste une très mauvaise nouvelle parce que globalement, il y aura évidemment des investissements dans le nucléaire, mais c'est pas... ça ne réduit pas le bilan de CO2 par américain. C'est une politique qui reste expansionniste, donc on va rester sur une croissance qui reste carbonée à court terme, mais encore une fois, à long terme... C'est ce que je dis, c'est-à-dire je pense que quoi que fasse Trump, c'est en train de se mettre en place. Il y a un cycle, il y a une transition, il y a des forces qui sont supérieures à ça, j'entends. Non, mais tous les industriels travaillent dessus, le zéro carbone, donc de toute façon ça va se faire. Mais dans le temps, ce que je dis, c'est que dans le temps, ça ne va pas se faire et que donc il va falloir commencer aussi à travailler les sujets d'adaptation. Donc voilà, donc je pense que Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie européenne, c'est une mauvaise nouvelle pour le climat. Ça ne changera pas le climat à 100 ans plus que ça. Ça n'entraînera pas la remise en cause de la décarbonation de l'économie. Il y aura des forces de rappel sur les marchés financiers, mais voilà, c'était de dire au-delà des 40 bips ou pas qui peuvent se jouer à court terme. Je pense que l'Europe devrait, à mon avis, se saisir pour revenir au point de l'élection de Trump, même si, évidemment, c'est pas un changement radical de la politique économique, mais devrait se saisir de ce moment pour travailler sérieusement sur sa propre politique industrielle. Et pour revenir au point que tu mentionnais, Grégoire, est-ce que l'Europe est capable de le faire? La grosse difficulté, c'est qu'on a deux modèles très différents, un modèle allemand et un modèle français, etc., sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc c'est ça qui rend pessimiste. Il faudra peut-être que la mauvaise nouvelle sera la bonne nouvelle pour l'industrie européenne, c'est que le modèle allemand, on le voit sur l'automobile chinoise, est en train de s'abîmer. S'il y a aussi un surcroît de tarification sur l'automobile allemande, enfin européenne, mais donc allemande aux États-Unis, ça risque de finalement commencer à rogner cet excédent commercial qui est le miracle allemand des 25 dernières années. Pas de déficit budgétaire ou très peu et un très gros excédent commercial. Donc eux, de leur point de vue, ils vont très bien. Pourquoi ils changeraient, ils attaqueraient ce modèle? Donc qu'est-ce qui peut les faire bouger? C'est peut-être effectivement que cet excédent commercial commence à être remis en cause très fortement par le changement, le chiffre qu'est en train de faire la Chine et Trump qui appuie un peu plus sur des politiques tarifaires. Je pense qu'il y a Alain et puis Laurent, bien sûr. qui peut peut-être montrer qu'il y a un début de changement. C'est-à-dire que la France est quand même une situation politique qui est quand même assez difficile. Même chose pour les Allemands, en fait. Hein. Ah, mais... Oui. Il revient d'Allemagne, Laurent Denise. J'ai lu dans la presse, dis donc, ça va être... Non, mais, ils sont au bord de l'implosion. Oui, ils sont pas très bien, on va dire. Non, oui. Et ils ont laissé passer l'histoire des tarifs appliqués. Et nous, on est en train de craquer sur le Mercosur où il y a quelques mois, on pouvait s'y opposer. On pouvait s'opposer à la Commission qui a la main sur ce truc-là. Donc là, il y a un trade-off, quoi. En fait, l'Allemagne accepte les tarifs sur l'automobile et la France accepte l'accord de libre-échange, quoi. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Oui, mais les tarifs, oui. Ils sont abstenus ou ils ont voté contre? Ils ont voté contre. C'est pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils peuvent rien faire contre ça, quoi. C'est-à-dire que et les Français, pareil sur le Mercosur. Et je me dis peut-être que enfin l'Europe se construit par la crise de ces deux gros piliers qui sont en train de se faire dépasser par la volonté politique peut-être des autres. Encore une fois, je pense que notre plan, je salue, c'est le plan Draghi. Hein. Ça nous fait sortir de la paralysie, parce que la paralysie européenne là, est en train de nous tuer, Laurent. Il se passe des choses en Allemagne. Il y a une énorme pression qui est en train de monter des think tanks qui commencent à dire bon, ça suffit cette règle d'or. Ouais, c'est l'enjeu de l'élection de l'automne quand même. Rassurez-moi, Laurent. En fait, c'est l'enjeu des élections
de l'élection de 2025. Oui, c'est ça, de l'automne 2025. Oui, oui, ah bah oui, non, mais oui. Ah bah je sais, un an, c'est long. On est bien d'accord. Enfin, s'ils la font sauter à l'occasion de cette élection, ce sera toujours cette La bonne nouvelle, c'est que l'AFD, l'AFD, en fait, la montée de l'AFD sort du jeu le FDP qui était le plus dogmatique sur le Schwarz-Null. libéraux. Exactement. Et donc, on a une nouvelle coalition qui peut se mettre en place, un peu moins dogmatique. Alors, il faut changer la Constitution, c'est bien évident. Mais néanmoins, on pourrait avoir peut-être un nouvel élan lié justement à cette coalition qui fait tout casser. Et avec un ratio de dette sur le PIB de 66%, il y a vraiment de la marge. Oui. Il y a des besoins d'infrastructures qui sont majeurs. Et là, on retrouverait peut-être en fait un nouvel élan. Un Draghi, j'y crois pas trop, compte tenu du déficit global. Mais il n'y a pas que les... il n'a jamais cité les 800 milliards. Il y a plein de trucs à faire sans pognon pour reprendre la formule. Relancer le moteur allemand, ça permettrait, compte tenu des échanges avec intra-européens, de relancer globalement l'intégralité de l'Europe et peut-être de remettre sur le devant de la table des problématiques climatiques, des problématiques d'infrastructure, des problématiques de technologie sur un temps long, une sorte de moment de Gaulle qui décide d'investissement dans les 20 prochaines années. Et ça fait sauter la décote sur les actifs européens ? Ça fait pas... Non, parce qu'on a un problème de retour sur capitaux investis. Non, mais enfin, c'est juste la différence. Mais ça enlève une partie de la décote, quand même. Peut-être, un petit peu. Bon. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Enfin, là, on parle d'investissements qui auront un retour sur investissement sur les 20 ans prochains. Donc, bon, on ne va pas avoir les champions qui vont lutter contre Nvidia demain. Donc, et si à l'automne 2025, coalition fait sauter la règle d'or, c'est quand même un signal... en miroir des annonces de Volkswagen qui sont quelque chose d'impensable en Allemagne, ou qu'il était il y a encore quelques semaines. Ça, c'est le problème, c'est le miroir de Volkswagen. Ouais. Bah oui. Et dans une situation mais vraiment problématique. On peut vous en parler. Un licencié en Allemagne, c'est juste... Odo BHF, banque franco-allemande, je le rappelle, pour savoir d'où vous parlez. Mais c'est juste impossible. Impossible. Oui. Mais oui, c'est ça. La Mitbestimmung, la cogestion, pour dire ça en français, en fait, c'est finalement, on est arrivé à une impasse où il n'y a pas de possibilité. La pré-annonce de Volkswagen de baisser les salaires de 10%, mais... C'est incroyable ça. Oh, c'est dingue. Alors donc il va y avoir les gens dans la rue, Gay Metal qui est bien structuré, donc qui va se mettre en marche. Ça veut dire que ça va se disperser au niveau industriel partout. C'est l'Allemagne est dans une situation, mais c'est peut-être ça, c'est exactement ça qui va précipiter. Le changement. Simplement, le changement, Scholz, il ne va pas faire l'erreur de Macron, c'est-à-dire qu'il ne va pas précipiter un changement d'Assemblée. Rien ne va bouger, ça va être la paralysie totale jusqu'à octobre 2025. On a une période qui s'annonce, là, où il ne va rien se passer. La France dans une impasse totale avec des motions de censure qui peuvent faire tomber le gouvernement, et puis l'Allemagne qui ne bougera pas avant un an. Bon, vous avez envie d'acheter l'Europe, là, il faut y croire. Mais je sais pas, il y a 0,2% de croissance en Allemagne sur le trimestre. Ils ont révisé à la baisse le trimestre d'avant. C'est vrai. Bon, globalement, ça change rien. Là, c'est en stagnation. Mais bon, oui, il peut y avoir. Je dirais qu'on a peut-être passé quand même le moment de bashing ultime et la décote est tellement importante que il y a peut-être un retour. Et puis si l'euro s'apprécie, on va peut-être revoir des flux aussi, revenir un peu des investisseurs institutionnels. Alors l'euro se serait apprécié parce que la BCE aurait peut-être moins de volonté de baisser les taux que ce qu'on pouvait espérer. C'est peut-être ça aussi. Surtout, malheureusement, moins de marge de manœuvre aussi. Donc, moins de marge de manœuvre. Le dollar qui part à la hausse, la décote la décote de Valo action US, action Europe, je me souviens très bien, on en avait parlé précisément avec vous, Laurent, parce que vous étiez venu le point bas de fin septembre 2022. Vous étiez là le jour du point bas, je m'en souviens comme si c'était hier, 30 septembre, avec ce message: il faut arrêter de vendre les actions européennes. On était au point bas du marché. 2 ans de bull market. Le gap de valorisation s'est encore un peu plus creusé, je crois. Entre les... il fallait acheter les marchés au global. Non, mais il fallait acheter l'Europe. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan de la valorisation, ça n'a pas changé, quoi. Après, je trouve que dans le truc où c'est peut-être en train de changer un petit peu, c'est le discours de Saint-Gobain.
Bon, pas terrible, quoi. Enfin, on va dire, voilà, bon, c'est pas génial. Mais à part la France, ils ont l'air de dire qu'on n'est plus très loin d'avoir épuisé un point bas, quoi. les mauvaises nouvelles. On a vu dans quelques secteurs des boîtes qui annonçaient encore des mauvaises nouvelles, mais qui remontaient. C'est mon discours. Ça fait un moment. On était. La dernière fois, j'étais. Oui, enfin bon. C'est Saint-Gobain. J'étais assez. Enfin, je suis assez négatif sur les marchés globalement depuis quelques mois maintenant. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on est parti dans un bear market de 15 ans. Je dis simplement, j'attends le moment pour acheter. Parce que bon, on sait tous qu'il faut avoir une vision stratégique, pas la toucher. Bon, enfin, si on ne serait pas là, si on faisait que ça. Et donc, l'idée, c'est un peu de peaufiner ça et de se dire, bon, je gardais un peu de munitions. Et je me dis, on n'est peut-être plus très loin sur cette partie-là de pouvoir faire quelque chose. Mais les marchés sont très compliqués parce qu'en fait, on regarde même l'Allemagne qui n'était pas loin de ses plus hauts il y a quelques semaines. Enfin, c'est quand même absurde, quoi. Enfin, ça paraît dingue, mais c'est parce que le DAX soit au sommet. Il y a quelques valeurs qui tirent les cotes. C'est partout pareil, à peu près. Hein. Et je me dis, on a des marchés qui sont vraiment à 2 vitesses, voire même plus. Parce que ça y est, quand on est sur les small caps européennes, c'est quand même un peu difficile. Et donc, tout ça, c'est déjà un peu sinistré depuis un paquet de temps. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on pourrait avoir des indices qui baissent à cause de mauvais résultats sur Tesla, Nvidia, je ne sais pas quoi, enfin c'est pas une prévision, mais ça peut arriver, et ça donne une image d'un marché qui est très mauvais, alors que le reste commence justement à sortir de la période en question, quoi. Donc je pense que pour les gérants actifs, je pense souvent à vous les amis, ça ne va pas être facile tous les jours, parce qu'on a cette problématique on fait un portefeuille équilibré, on est décalé par rapport à ces grands indices, et puis quand les grands indices baissent parce que les grosses caps baissent, on baisse quand même, quoi. Donc c'est quand même assez douloureux. Mais la logique de retour à la moyenne, quand même, c'est quelque chose qui... C'est pas ça. Non, c'est pas un retour à la moyenne. C'est simplement, on a traversé la période. Enfin, les entreprises, elles vont pas rester les bras croisés. Même l'industrie automobile allemande, on voit ce que fait Stellantis pour essayer de sortir du trou. Voilà, ils font des choses. Après, est-ce que ça marchera? Ça marchera pas. Ça marchera pas pour tout le monde. Mais une entreprise, c'est comme un être humain. Il y a des moments où ça va pas, puis après ça se reprend. Et moi, ce qui me frappe, puisqu'on est dans la saison de publication micro, c'est de voir l'essor. Alors, je regarde le sort boursier, mais c'est quand même aussi le reflet des performances opérationnelles qui sont parfois aux antipodes. Ouais. C'est Publicis face à WPP, c'est Nvidia face à AMD, c'est Adidas aujourd'hui revenu en grâce face à Nike qui connaît un trou d'air. C'est Unilever qui cartonne alors que Nestlé, l'equity story a été dézingué avec le départ du patron, etc. Hermès, Kering, enfin voilà. Et à chaque fois, c'est des écarts, c'est pas quelques points d'écart, quoi. Oui. Et ça, c'est intéressant quand même, ce genre de marché pour des stock pickers, non? Pour des stock pickers, c'est effectivement intéressant. Donc c'est ça qui peut faire de la performance. Après, ça a été dit, le drame du stock picking des dernières années, c'est le côté winner takes it all des big tech. Ouais. Donc, et ça, c'est pas dit qu'on en sorte très rapidement non plus. Non, mais il y a des nouveaux noms qui apparaissent. Palantir a fait un été formidable sur le marché américain. Oracle aussi. Oui. Non, donc le paradoxe de ça, c'est que les choix s'ouvrent, je trouve, quand même. On a des inquiétudes sur l'industrie européenne, je trouve des inquiétudes climatiques. On voit les élections quand même, ça se joue sur des problématiques qui sont quand même pas très réjouissantes. On a toujours une guerre en Europe, on a un Moyen-Orient qui va pas bien. Donc quand on regarde la macro, on a l'impression que c'est... bon, après si on prend du recul, on se dit, bon, dans les années 70-80, c'était peut-être pas tellement plus serein, mais enfin globalement, c'est assez pesant et ça joue pas très bien. Les entreprises ont un environnement d'affaires qui fonctionne très très bien. Ouais. Donc on a une microéconomie et des résultats qui tiennent très bien. Donc je ne pense pas qu'on ait des marchés, ça a d'ailleurs été tout mon discours de l'année dernière, cette année, plutôt optimiste sur les marchés, parce que les résultats d'entreprise, il y a de la dispersion, mais globalement se portent très bien. Et donc on reste constructif sur les marchés financiers. Là-dessus, le vrai inquiétude à moyen terme, c'est le marché commence à être cher, les valos commencent à être un peu chers. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est les niveaux de marge sur certaines entreprises sur lesquelles on a beaucoup plus une bulle de marge, de profit, qu'une bulle de valo. Ce qui m'inquiète inquiète sur les marchés financiers, en tout cas en termes de réaction, plus qu'une baisse un petit peu de repricing dans un environnement où on ne saurait pas trop pourquoi. Tiens, on va se dire ça va plus payer 25 fois, mais 22 fois les résultats, ça va trop pourquoi. C'est effectivement plutôt la sensibilité aux résultats. Et là-dessus, encore une fois, Trump-Harris, je pense que ce n'était pas le même débat sur commencer à essayer de regarder les conglomérats américains, la taille qu'ils représentent, les mesures antitrust.
avec Trump, je pense qu'on est parti pour pas du tout de réglementation, pas du tout de régulation là-dessus. Et donc, il n'y a pas de raison que les profits des entreprises souffrent particulièrement des élections américaines aux États-Unis. Voilà. Donc, un peu de dispersion, parce qu'on est sur des niveaux de valorisation qui commencent à être Riche. plutôt riches. Effectivement, une mauvaise surprise sur les résultats se paye fort. Et au contraire, pour que ça tienne, il faut quand même des bons résultats. Non. Laurent, il y a 5 minutes. Ce qui vous intéresse, est-ce qu'il y avait la Chine aussi dans... Ouais, moi, je fais le pari d'une dispersion, d'une diffusion de la création de valeur plutôt qu'un retour à la moyenne, on va dire ça. Ouais, d'accord, ok. Je pense que véritablement, on va avoir moins de surprises sur la Nvidia. Donc, en fait, ça va être moins disruptif. Et là, on voit quand même qu'on a la mise en place, en fait, d'une réappréciation en fait de l'ensemble des classes d'actifs qui va être drivée par quoi? Par des flux en fait. Et c'est la vraie question, ça va être la séquence en fait de baisse des taux. Est-ce qu'on est rentré dans un cycle de baisse des taux durable ou pas? Et là, on va voir. Est-ce que c'est un cycle entier ou est-ce que c'est juste un mini-cycle d'ajustement de milieu de cycle, quoi? Exactement. Et en fonction de ça, en fait, on va voir cette dispersion de la création de valeur. Mais voilà, la dernière fois, j'avais fait un call. Là, je fais le même. Je parie sur la dispersion de la création de valeur. On remet des small, on remet des marchés émergents. D'accord. Tout le monde sous-estime la Chine. Je crois que la Chine n'est pas aussi ininvestissable que ce qu'on a bien voulu dire ces dernières années. Il faut pas la voir avec un œil européen. Ce qui s'est passé, non mais vraiment, mais alors c'est pas moi qui le dis, c'est qu'on a des partenaires chinois qui essaient de nous expliquer. Donc je vous translate un petit peu le savoir de nos amis chinois. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé une séquence où la Banque centrale de Chine a pour la première fois fait une forward guidance et a en fait autorisé du levier sur les actions. La séquence en fait a été accélérée puisque en septembre, au lieu d'attendre octobre, on a annoncé des mesures économiques. Ça signifie un whatever it takes chinois. Ça, on va être déçu par les mesures. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle de 4 000 milliards de dollars de déficit qui ne doit pas être dépassée. Donc ça veut dire que les mesures là, en termes de déficit ou en termes de stimulus fiscal, ça va être pas plus de 1,5 trillion de yuan. Bon, très bien. Mais ça ne signifie pas qu'en 2025, ça ne va pas continuer. Il y a le respect du pacte social, il y a la croissance qui est à bout de souffle. On est à un moment charnière de réveil de la Chine et de nécessité de réveil, qui fait que ça va diffuser aussi... Les attentes sont tellement énormes créées qu'ils ne peuvent pas ne pas délivrer au moins sur une partie de tout ça. Ça va diffuser deux choses. Une stabilisation de la croissance et une exportation de la déflation sur les surcapacités que vous avez mentionnées tout à l'heure. Et ça, c'est hyper important. Alors, ce n'est pas pour ça que les sociétés européennes vont bien s'en sortir, et je pense qu'il y en a qui vont souffrir, mais ça apporte justement une sorte de floor sur une sorte de minimisation de risque sur le risque inflationniste. Je ne crois pas au risque inflationniste. Ce qui signifie qu'on va retourner dans une sorte de normalisation. Et donc, qui dit normalisation dit small caps, marché émergent, etc. Et c'est ça qu'il faut jouer aussi. La création de valeur sur la duration, elle ne se fait pas sur les obligations qui valent 2% sur du bond. Elle se fait sur des défensives, la construction, l'immobilier foncier qui offre de la valeur. Il faut aller chercher de la duration où elle existe. Sur les actions. Sur les actions. Donc, il faut faire des actions. Arriver par les flux. Voilà. C'est bien ça, bon message. Sur les résultats, avant de revenir en deux mots sur la Chine, mais sur les résultats, je pense que le sujet, c'est que on a eu pendant très longtemps une forme assez gaussienne et assez recentrée. C'est-à-dire qu'en fait, quand un secteur faisait 15, il y avait un troupeau autour de 15, il y avait quelques super élèves. Et puis là, le problème, c'est que la courbe, si on peut dire ça, l'espèce du nuage s'est vraiment aplati, avec quelques leaders qui font des performances stratosphériques. Et alors, c'est ça aussi le problème du stock picking, c'est que vous êtes bon sur 3-4 grands secteurs, 3 grandes classes d'actifs, puis vous faites cartonner sur une ou deux valeurs qui font pas moins 10, moins 15, comme ça faisait avant, sur une période de résultats assez mauvaise. On est sur du moins 60, moins 70 en quelques semaines, et en tout cas un gros écart par rapport aux indices. Et ça, c'est terrible, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a depuis plusieurs années. Alors j'espère que ça va se normaliser un petit peu avec un peu moins d'écart. En fait, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est-à-dire que s'il y a moins d'écart, on peut être plus à l'aise et prendre plus de risques sur ce genre de vecteur.
Après, la Chine, alors autant l'émergent, je suis assez d'accord. Ouais. Mais la Chine, ce qui m'embête, c'est que c'est un pays communiste, quoi. Et quand vous avez une entreprise où il y a un représentant du Parti communiste qui vous dit ce qu'il faut faire, bah, vous le regardez avec des yeux d'Européens. communiste, Ça reste c'est quand quoi même- 18% du PIB mondial, 1,4 milliard de personnes, c'est pas, ne pas considérer la Chine, c'est pas possible. Il faut lire le rapport Draghi. Ouais. Il y a la Chine C'est est en inspiré. avance. Non, mais la Chine est en Oui, avance oui. sur la partie digitalisation. C'est hallucinant. La compétition, elle se joue non Même pas sur le- simplement aux États-Unis, mais même sur le renouvelable. Ouais, sur le exactement. renouvelable, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, si on regarde même un ratio, Ah, mais la un seul question, c'est la ratio, le gouvernance. free cash flow, c'est vrai. Oui, la gouvernance, c'est un vrai problème. mais on est payé du risque aujourd'hui. En fait, la prime de risque en Chine, c'est 8%, c'est 1% aux États-Unis. C'est-à-dire, à la fin, c'est le client qui décide. Hein. C'est est-ce qu'il a envie d'avoir de la Chine ou pas Mais toute considération oubliée de zone géographique, vous regardez le free cash flow yield. Non, mais c'est délicat, on est bien d'accord. Mais il y a des sociétés en Chine qui sont... Ah bah, Alibaba, je crois qu'à un moment, c'était au plus bas en termes de valo, avec un free cash flow yield qui était au sommet historique. il y en quoi. a plein en Chine. Alors après, Ouais. effectivement, la gouvernance, ça, c'est vrai. Pour conclure là-dessus, Hervé, je vois la Chine, les émergents. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que ça semble attractif. Il y a une prime de risque qui est extrêmement forte, qui est du jour au lendemain. Enfin, ce qui s'est passé sur l'EdTech, on va pas refaire le film. Mais le sujet, c'est pas que la Chine, en tant que région, pays, va pas être un bloc extrêmement important, créateur de richesses technologiques et pas simplement, etc. Donc ça, oui, enfin, ils ont. C'est que effectivement, le mode de gouvernance fait que ils sont coincés avec. Il est hors de question pour eux d'avoir le modèle américain, avec des entreprises qui ont des marges à 50%, des multimilliardaires et une gouvernance communiste. Donc il y a à un moment donné une force de rappel qui est de dire la création de valeur c'est bien, mais prospérité commune, prospérité pour tous, et donc pas trop fort. Et donc on risque d'avoir des stop and go où il faut défendre. Il y a des phases où il faut défendre l'économie parce que c'est important pour le pays, puis il y a des phases où il faut dire les gars, on reste un pays communiste, donc doucement. Voilà. Le nombre de milliardaires a baissé de 30% en 3 ans Voilà. en Chine. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission Planète Marché. Hervé Guez, Mirova, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et Laurent Denise, Odo BHF.